Rien ne va plus à bord d'un vol entre la Russie et Hong Kong. L'équipage fait son possible pour empêcher l'appareil de s'écraser au sol, 10 000 mètres plus bas. La cause de cette catastrophe, un adolescent de 15 ans pilote l'appareil. Le 22 mars 1994 à Moscou, Eldar Kudrynsky, 15 ans, quitte son pays pour la première fois. Il remplit son sac de tous ses gadgets. Eldar, Uncle Volodya is waiting. I'm ready. Come on. Eldar n'est pas un enfant ordinaire. Son père est le commandant Yaroslav Kudrynsky, un pilote d'avion de ligne. La famille Kudrynsky fait partie de l'élite russe et vit dans un luxe auquel leurs concitoyens ne font que rêver. Okay, let's go. Ah, Captain is here. Now we can take off. Hello, Uncle Volodya. Hello. La ligne aérienne Aeroflot accorde un rabais une fois par année aux familles des pilotes. Le commandant Kudrynsky emmène donc ses enfants en vacances pendant 4 jours à Hong Kong. Mom, it won't all fit. Anybody would think we're going for a year. Where is your daughter? Listen to the music in a car. By the time they're our age, these kids are going to be deaf. What? Deaf. Pardon? Le commandant Vladimir Makarov, appelé Volodya par ses amis, est pilote aussi. Il accompagne la famille Kudrynsky à Hong Kong et veillera sur les enfants pendant le vol. Madame Kudrynsky fera ses adieux à l'aéroport. Eldar. Yana, promise you'll call as soon as you get there. We'll call as soon as we can, okay? Come on. Мы с Ярославом очень любили путешествовать. Yaroslav et moi adorions voyager. Les enfants aussi. Куда-то ездить, что-то. Ils aimaient visiter de nouveaux endroits et apprendre de nouvelles choses. И так сложилось, что... Ils ont sauté sur l'occasion d'accompagner leur père. с отцом. И они с удовольствием согласились. Eldar et Yana ne sont pas seuls à bord du vol 593. La plupart des 63 passagers sont des hommes de Hong Kong et Taïwan qui effectuent un voyage d'affaires en Russie. Les autres passagers, comme Adrian DeVille, arrivent de Londres et ont choisi Aeroflot pour son tarif économique vers l'Asie. Adrian DeVille est le gérant d'une boutique d'appareils photo dans le nord de l'Angleterre. Ce passionné des avions se rend à Hong Kong pour 2 semaines afin de photographier le nouvel aéroport. Il était prêt à aller n'importe où pour prendre des photos des aéroports, surtout si l'aéroport était renommé. Il est allé à Hong Kong pour admirer ce nouvel aéroport. À l'époque, il s'agissait d'une merveille d'ingénierie. Mark Newport, un promoteur sportif britannique, habite à Hong Kong. Mark était dans les forces britanniques. L'armée l'a envoyé à Hong Kong. Il s'est marié là-bas et y a fait sa vie. Je n'avais jamais entendu parler de la compagnie Aeroflot. Mark l'a choisi pour sauver de l'argent. En 1994, la Russie vit d'importants changements. 3 ans auparavant, l'Union soviétique s'est effondrée. Une nouvelle Russie voit le jour derrière les vestiges du rideau de fer. Aeroflot, la ligne aérienne appartenant à l'État, évolue aussi. Elle achète 5 appareils de la compagnie Airbus. Les Airbus A310-300 coûtent 70 millions de dollars. Aeroflot souhaite que ces appareils viennent à bout de sa mauvaise réputation en matière de sécurité. Les Airbus forment une nouvelle division de prestige. Celle-ci comprend des pilotes chevronnés choisis minutieusement par Aeroflot.
Chacun d'entre eux a complété des milliers d'heures de vol, possède un dossier immaculé et parle l'anglais. De plus, ils ont tous eu droit à une formation sur mesure de la part de la compagnie Airbus. Kudryntski et moi avons commencé à travailler à Sheremetyevo en même temps. Nous étions voisins, mais nous nous connaissions à peine. Puis nous avons constaté que nous étions pilotes tous les deux. Plus tard, nous avons suivi ensemble la formation sur l'Airbus A310. Yana et Eldar sont enfin à bord du nouvel appareil dont leur père leur a si souvent parlé. Soyez sages, sinon oncle Volodia vous expulsera de l'appareil. Yaroslav Kudryntski a effectué 900 heures de vol à bord de l'Airbus A310. C'était leur premier voyage outre-mer, mais évidemment, Eldar et Yana avaient déjà accompagné leur père en avion un peu partout à travers la Russie. Ils avaient beaucoup voyagé pour des enfants de leur âge. Le commandant Andrei Danilov prendra les commandes dans les corridors aériens très fréquentés de Moscou. Une fois sorti de la ville, le commandant Kudryntski prendra la relève. À ce moment, Igor Piskarev deviendra son copilote. Les trois hommes sont des pilotes chevronnés. Le poste de pilotage du nouvel Airbus A310 est informatisé au grand complet. Tout comme les appareils à la fine pointe de la technologie, il est doté d'un pilote automatique qui peut prendre les commandes de l'avion pendant de longues périodes. Le vol 593 décolle à 16h39, heure de Russie. Il empruntera bientôt la voie aérienne transsibérienne vers l'est et traversera la Mongolie et la Chine. Le vol se déroule bien. 4 heures après le départ, l'appareil survole Novosibirsk, en Sibérie, presque à mi-chemin entre Moscou et Hong Kong. Mais Eldar et Yana sont trop excités pour dormir. Andrei Danilov fait une pause après avoir parcouru les corridors aériens très passants de Moscou. Le commandant Kudryntski prend la relève. Il dirigera la prochaine étape du voyage. Maîtrisez-vous les commandes? Oui. Tu es réveillé? Oui. Pourquoi? On devrait surprendre ton père. Dans le poste de pilotage? Oh oui. Ça vous plairait? Allons-y. En ce moment, le pilote automatique assure les commandes de l'Airbus à 10 000 mètres d'altitude. La soirée est paisible, mais des événements troubleront cette quiétude. Les pilotes et l'équipage devront tout faire en leur pouvoir pour sauver la vie des passagers. Vous avez des visiteurs importants. Peuvent-ils entrer? D'accord. Entrez. Bonsoir, papa. Voici mon copilote, Igor Piskarev. Bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous de notre nouvel avion? Il est très beau. Il est magnifique. Il est beaucoup plus moderne que nos vieux avions russes. Papa, qu'est-ce que c'est? C'est le pilote automatique. Il contrôle l'appareil. Tout se fait automatiquement. Prends ma place, d'accord? Tout est calme. Plusieurs passagers dorment et ils ignorent ce qui se passe dans le poste de pilotage. Papa, je peux tourner ce bouton? Oui. Yana, veux-tu piloter l'avion? Non. Prends le manche. N'aie pas peur. Ne touche aucun bouton. Surtout pas le bouton rouge. C'est le pilote automatique. N'y touche pas, d'accord? Yaroslav Kudryntski tourne le bouton de sélection de cap. Cela lui permet de tourner à gauche sans toutefois couper le pilote automatique. Sa fille croit qu'elle pilote l'avion. L'horizon artificiel montre que l'avion vire sur l'aile gauche. Cet instrument indique au pilote l'équilibre de l'appareil même s'il ne peut pas voir le sol.
C'est toi qui tournais l'appareil. Kudrinski oriente l'appareil selon ses données initiales pendant que le copilote Piskarev appelle le contrôle aérien pour lui faire part de leurs coordonnées. Novokuznets, this is SU-593, flight level 330, heading 105. L'appareil se trouve à plus de 3000 km à l'est de Moscou, au centre de la Sibérie. Sierra Uniform 593, Novokuznetsk, flight level 350, heading 105. Sierra Uniform 593, estimating Zakir at 1759. Eldar prend les commandes. Il attend ce moment depuis longtemps. Je filme le pilote. C'est vrai? Ah ouais. Je peux tourner le manche? Oui. Si tu tournes à gauche, où ira l'appareil? Là, à gauche? Oui. Regarde à gauche. On regarde toujours le sol en tournant. Contrairement à sa sœur, Eldar a de la difficulté à tourner le manche. Il exerce un peu plus de force sur celui-ci, mais il ne peut pas faire de virage puisque le pilote automatique maintient la trajectoire de l'appareil. Est-ce que l'avion tourne? Tout à coup, le manche tourne facilement. Est-ce que l'avion tourne à gauche? Oui, il tourne. Règle l'horizon artificiel à la position normale. Une fois de plus, Yaroslav Kudrinski tourne le bouton et règle l'horizon artificiel à sa position initiale. Le virage cesse et Eldar croit qu'il ne pilote plus l'appareil. Le commandant choisit le contrôle automatique de navigation, une fonction qui permet à l'appareil de maintenir sa trajectoire vers Hong Kong. Papa, papa. Mais Eldar tient encore le manche vers la gauche. Une fois de plus, il est raide. Je peux retourner m'asseoir? Pourquoi? Pour t'endormir? Ne cours pas dans l'allée, sinon on sera congédié. Eldar s'amuse en tournant le manche vers la droite. J'irai faire un tour sur la rue Temple. C'est un marché célèbre qui ouvre seulement le soir. Pourquoi l'avion vire-t-il? Il vire seul? Mais oui. Eldar est assis dans le siège du pilote depuis à peine 3 minutes. L'avion vire brusquement et l'angle ne cesse d'augmenter. L'avion semble virer seul et personne ne sait pourquoi. On dirait qu'on est dans une zone d'attente. L'avion entame une procédure d'attente. Ah oui? Bien sûr. Selon l'écran, l'avion suit maintenant une trajectoire en arc, tout comme un avion qui exécute une procédure d'attente pour une autorisation d'atterrir. Pendant que l'équipage observe l'écran, l'avion vire encore. Il est à un angle de 45 degrés. L'Airbus n'est pas conçu pour des virages aussi raides. Tout à coup, les barres directrices disparaissent de l'écran principal de vol. L'équipage ne connaît ni la trajectoire ni le cap de l'appareil. L'avion vole à une vitesse de 650 km/h et vire dangereusement. Tout comme dans une voiture de course, le mouvement brusque de l'appareil cloue l'équipage et les passagers sur leur siège. Guys! Le pilote automatique de l'Airbus A310 lui permet de rester dans les airs. Mais tout à coup, le nez de l'appareil monte. La force de gravité empêche Piskarev d'atteindre les commandes. Il fait de son mieux avec une seule main, mais en vain. Piskarev tourne le manche vers la gauche, mais l'avion ne réagit pas. Hold it. Hold the control column. Seul Eldar tient le manche à 2 mains. Il ne peut suivre que des ordres rudimentaires. La force de gravité l'empêche de se lever. Turning to the left. To the left. To the left now. To the right. The other way. I am turning it left. Okay, get out.
Eldar est sur le siège du pilote depuis à peine 4 minutes. Il ne peut plus se lever puisqu'il a l'impression que son corps pèse 2 fois plus que la normale. Get out! Get out! Kudrinski ne peut rien contre la force de gravité. L'avion plonge vers le sol de la Sibérie et personne ne peut l'arrêter. Crawl out to the back. Get out! Get out! Get out! Le vol 593 d'Aeroflot vers Hong Kong est en péril. There's the ground! Le fils de 15 ans du pilote est aux commandes de l'appareil depuis 4 minutes. L'avion vire dangereusement et perd de l'altitude. Le commandant Kudrinski doit regagner son siège, mais il a peine à se déplacer. L'avion vire si abruptement et si rapidement que la force G exerce une pression 2 fois plus forte qu'à la normale. Les passagers ressentent tous la force G. Le commandant Danilov, conscient du danger, tente de regagner le poste de pilotage. Mais la force G, causée par les mouvements extrêmes de l'appareil, le cloue sur son siège. L'avion n'obéit toujours pas. Une alarme sème la confusion. Elle signale l'arrêt du pilote automatique. Eldar contrôle maintenant l'avion. Comble du malheur, une deuxième alarme retentit. Les moteurs caleront sous peu. Un dispositif automatique de sécurité se met en marche afin de permettre à l'appareil de rester dans les airs. Pour ce faire, l'Airbus pique du nez et plonge vers le sol pour accélérer. L'avion plonge à 200 mètres à la seconde. Les passagers ont l'impression d'être dans un ascenseur en chute libre. En quelques secondes, la force G cède sa place à l'impesanteur. Les passagers risquent de se blesser grièvement. Lorsque la gravité se fera de nouveau sentir, tout ce qui flotte sera projeté au sol. L'avion, qui se trouvait à 10 000 mètres d'altitude, plonge rapidement. Si l'équipage ne maîtrise pas la situation, l'avion s'écrasera dans moins d'1 minute. Piskarev tire sur le manche de toutes ses forces pour interrompre le plongeon de l'Airbus. Le nez de l'appareil pointe maintenant vers le haut et l'avion grimpe rapidement. Le retour de la gravité est brutal. L'avion grimpe et les gens sont coincés sur leur siège et au sol. L'accélération soudaine leur donne l'impression d'être 4 fois plus lourd que la normale. Entre-temps, le copilote Piskarev tente de maîtriser l'avion. Thrust levers too slow! Il a interrompu le plongeon, mais maintenant l'avion monte trop rapidement. Les moteurs de l'Airbus ne sont pas assez puissants pour le pousser de la sorte. L'appareil ralentit brusquement. L'avion continue de monter, mais résiste mal au choc. Le retour de la gravité permet au commandant Kudrinski de regagner son siège. Mais Piskarev a étouffé les moteurs. L'appareil effectue une descente en tire-bouchon. Après avoir atteint une altitude de 6 000 mètres, l'Airbus plonge vers le sol à une vitesse fulgurante de 70 mètres seconde. Full throttle! Pour la première fois depuis le début de la catastrophe, le pilote et son copilote travaillent de concert pour sauver l'appareil. I got it! I have full throttle! Kudrinski actionne les gouvernes de direction qui permettent de ralentir le tourbillonnement de l'appareil. What's the speed? I don't see it. L'appareil ralentit enfin. Grâce aux gouvernes, le pilote a interrompu le plongeon de l'appareil. Coming out. Coming out. Too much speed, he's back on throttle a bit. Après une lutte acharnée, les pilotes ont interrompu le plongeon de l'avion. Mais ils ne maîtrisent toujours pas l'appareil. We'll get out of this. Everything is fine. Easy. Pull backwards a little bit. Puisque la confusion règne depuis 6 minutes, les pilotes ignorent à quelle altitude ils se trouvent. Il est déjà trop tard.
Sierra Uniform 593, this is Novokuznesk Area Control. Please come in. Le contrôle aérien en Russie a perdu le contact avec le vol 593 d'Aeroflot vers Hong Kong. On confirme rapidement leurs craintes. Moins de 2 heures plus tard, les secouristes partent à la recherche de l'Airbus dans les montagnes et les forêts froides de Sibérie. Ils retrouvent les décombres de l'appareil sur un flanc de montagne boisée, environ 100 km à l'est de Novokuznesk. Il n'y a aucun survivant. Les 75 passagers et membres de l'équipage ont rendu l'âme. L'Airbus était un nouvel avion à la fine pointe de la technologie. Pourquoi s'est-il écrasé? Pourquoi n'a-t-il jamais lancé un signal de détresse? Les médias russes posent plusieurs hypothèses, dont celle d'une bombe terroriste. À mon arrivée à Moscou, les médias parlaient déjà d'actes terroristes. Il y avait eu des attaques du genre à bord d'autres appareils. Une seule chose était sûre, il n'y avait aucun survivant. Les autorités ont refusé de dévoiler de l'information. C'est seulement le lendemain de l'écrasement que le directeur d'Aeroflot m'a confirmé qu'il n'y avait aucun survivant. C'était un moment horrible, évidemment. Horrible. J'ai encore peine à y croire. Aeroflot assure le transport des familles des victimes vers Moscou. Brenda Clark, la mère du passager britannique Mark Newport, se rend dans la capitale. J'ai rencontré ma belle-fille là-bas. Je lui ai dit que les autorités nous interdisaient l'accès au lieu. Mais elle m'a répondu que c'était faux. Des Chinois étaient sur place pour accomplir certains rituels funèbres. Elle m'a dit qu'on pouvait aller sur les lieux. On m'avait menti. J'ai exigé qu'on m'emmène sur les lieux, sinon je trouverais une façon de m'y rendre seule. Les autorités russes emmènent les familles des victimes voir les décombres. Les familles des victimes chinoises lancent des messages écrits sur des bouts de papier, d'autres lancent des fleurs. C'était très émouvant. On avait des fleurs, mais eux avaient écrit des messages sur des bouts de papier. Ils les ont lancés, c'était magnifique. On emmène ensuite les familles à la morgue tout près du lieu de la catastrophe. Les corps des victimes s'y trouvent, mais plusieurs d'entre eux ne peuvent être identifiés compte tenu des dégâts causés par l'accident. Les autorités demandent aux familles d'examiner des vêtements retrouvés sur les lieux afin d'identifier leurs proches. Brenda Clark retrouve des photos de famille de son fils. Ébranlée, elle confirme que son fils était bel et bien à bord du vol 593. On entame l'opération de récupération. Le gouvernement russe mobilise 238 soldats, policiers, enquêteurs et secouristes. La catastrophe ébranle l'industrie de l'aviation. Comment un nouvel Airbus a-t-il pu s'écraser sans avertissement? L'Airbus A310 est-il défectueux? Il faut une réponse le plus vite possible. Ivan Mashkevski mène l'enquête. Les lieux de l'accident offrent peu d'indices. Ceux qu'il découvre le laissent perplexe. Des bouteilles de champagne intactes, un agent de bord portant un masque à oxygène et les corps de 2 enfants dans le poste de pilotage. Selon l'enregistreur numérique de données de vol, les moteurs tournaient encore au moment de l'impact. L'enquêteur est donc certain qu'une panne moteur n'a pas causé l'écrasement. Il fait appel à un expert de l'Airbus A310, quelqu'un qui peut reconstituer le vol et découvrir ce qui s'est passé. Vladimir Biryukov est un pilote chevronné et enquêteur d'accident à l'Institut Gromov à Moscou. Il est aussi expert de l'Airbus A310. Il a participé à l'évaluation et à la certification de l'appareil avant que le gouvernement ne l'achète.
Sur le coup, cet accident m'a ébranlé. Comment une telle catastrophe avait-elle pu se produire? Je savais que l'appareil s'était écrasé en Sibérie. Je n'ai pas dormi de la nuit, car je songeais à ce terrible accident. Je me demandais ce qui avait bien pu se passer. Il fallait absolument élucider ce mystère. Oui, entrez. Vous feriez mieux d'écouter ceci. Chaque enquête débute par une analyse complète de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage, le CVR. Celui-ci dévoile des faits troublants. Now, come and sit in my seat. Would you like to? Come on. Daddy, can I turn these? Yeah. Kudryński pilotait l'avion, n'est-ce pas? Selon le schéma, oui. Can I turn this a bit? Yeah, but if you turn it to the left, where will the plane go? Left. Right. Look out. Ah, non. Encore. Je peux tourner le manche? Oui. Si tu tournes à gauche, où ira l'appareil? Il y a 10 ans, on invitait fréquemment les passagers à visiter le poste de pilotage. Évidemment, depuis la catastrophe du 11 septembre, ce n'est plus le cas. On verrouille les portes du poste de pilotage. Chaque pays établit ses propres règles concernant l'accès au poste de pilotage. Dans certains pays, la décision revient au pilote. Il peut donc inviter qui il veut. Mais le pilote ne cède jamais les commandes à un passager. Jamais cela ne s'était produit auparavant. L'enregistrement étonne les enquêteurs. C'est incroyable. On croyait que l'impact avait projeté ses enfants dans le poste de pilotage, mais ce sont les enfants de Jaroslav Kudryński. Et il pilotait l'avion. Encore. Les enquêteurs sont stupéfaits. Pourquoi 3 pilotes chevronnés avaient-ils cédé les commandes à 2 enfants? Mais ce n'est pas tout. Les enfants ne sont qu'une partie du problème. Une caractéristique méconnue de l'appareil pourrait avoir entraîné l'accident mortel. Why is it turning? Is it turning by itself? Turning to the left. The other way. The other way. To the left now. To the right. The other way. I am turning it left. Okay, get out. Get out. Get out. Get out. Come on. Get out. Get out. Get it left. The ground is right there. Les enquêteurs russes analysent les données de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage du vol 593 d'Aeroflot qui s'est écrasé en Sibérie. Le résultat les glace d'horreur. Full throttle. Got it. Got full throttle. Full throttle. No. On doit se mettre dans la peau du père. Il était très fier et a invité ses enfants dans le poste de pilotage. Il enfreignait les règlements, mais ce genre de choses se produit vraiment. Je refuse de le défendre ou de le condamner, mais il faut plusieurs facteurs pour causer de telles catastrophes. C'est la combinaison de ces facteurs qui cause des accidents de la sorte. Mais cette fois, il semble y avoir une seule cause. Un enfant aux commandes de l'avion. Cette révélation secoue la direction d'Aeroflot. No, I think it would benefit. La pression sur les enquêteurs est énorme. Les médias ont appris qu'Eldar pilotait l'avion au moment de la catastrophe. Aeroflot, qui tente de redorer son blason, veut minimiser les dégâts. Boris Rybak est un ingénieur en aérospatial de Moscou. La direction d'Aeroflot a tenté de dissimuler les résultats de l'enquête et de minimiser la gravité de cet accident pour éviter l'humiliation. La direction d'Aeroflot n'est pas la seule à surveiller de près le dénouement de l'enquête.
Airbus, le fabricant de l'avion, est aussi aux aguets. Ivan, tu as l'air agité. Que se passe-t-il? Rien du tout. Si Eldar a causé l'accident, Airbus sera innocenté. Les familles des victimes désirent aussi des réponses. Tu en es sûr? Ivan Mashkivski et son équipe doivent marcher sur la pointe des pieds. Les écrasements sont toujours causés par plus d'un facteur. On doit l'y trouver. Je ferai de mon mieux. La réputation d'Ivan Mashkivski, d'Airbus et d'Aeroflot dépend de cette découverte. Il s'agissait d'un vol international à bord d'un appareil fabriqué par une compagnie occidentale. Il était inévitable que l'enquête menée par les autorités et les questions soulevées par les avocats des plaignants dévoilent certaines informations. Le fabricant Airbus était impatient. Il désirait une explication à tout prix, car la réputation de son appareil était en jeu. Je me suis insurgée contre le traitement qu'Aeroflot nous a réservé suite à l'accident. On ne nous disait rien et on niait toute responsabilité. Je voulais juste savoir pourquoi mon fils était mort. Je voulais savoir comment les pilotes avaient pu commettre une telle erreur. Mais Aeroflot refusait de répondre à nos questions. Chaque fois que nous cherchions des réponses, la compagnie nous évitait. Les familles des victimes ne sont pas les seules à chercher des réponses. Vladimir Biryukov tente désespérément d'éclaircir les circonstances de l'écrasement. En analysant les informations recueillies par l'enregistreur de données de vol, il peut reconstituer chaque geste des pilotes pendant le vol. Nous voulions découvrir la vérité. Nous cherchions à savoir pourquoi l'appareil s'était écrasé. C'était la première catastrophe d'une ligne aérienne russe impliquant un appareil fabriqué à l'étranger. L'enquête confirme que le pilote automatique fonctionnait lorsque l'équipage a éprouvé ses premiers ennuis. Malgré la présence des enfants, l'avion aurait dû poursuivre sa trajectoire comme prévu. Que s'est-il passé? Bon, quoi de neuf? La fille de Kudrynsky n'est pas en cause. Elle n'a jamais touché aux commandes. À 17h47 et 6 secondes, le commandant Kudrynsky lui a dit de ne pas toucher au pilote automatique. Son père avait programmé le pilote automatique pour tourner tandis que Yana tenait délicatement le manche. Oh, c'est toi qui tournais l'appareil. Mais Vladimir Biryukov constate qu'un événement dramatique s'est produit lorsqu'Eldar a pris les commandes de l'appareil. Personne n'aurait pu prédire un tel événement, même pas les trois pilotes. L'enquêteur a peut-être enfin élucidé cette affaire. Selon l'enregistreur de données de vol, l'autopilote s'est partiellement désactivé 2 minutes et demie avant l'écrasement, alors qu'Eldar était aux commandes de l'appareil. C'est à ce moment précis que les ennuis ont commencé. Mais comment cela s'est-il produit? Le pilote automatique est un ordinateur sophistiqué qui contrôle la vitesse, l'altitude et le cap de l'avion. L'altitude et le cap dépendent de 3 éléments. La gouverne de direction, qui contrôle les mouvements latéraux, les gouvernes de profondeur, qui contrôlent les mouvements verticaux, et les ailerons qui permettent à l'appareil de tourner. Le pilote automatique ne contrôlait plus les ailerons. Il y a quelques années, les avions étaient munis d'un pilote automatique tout ou rien. Les avions modernes sont beaucoup plus sophistiqués. On peut désactiver individuellement certaines fonctions du pilote automatique sans tout arrêter. Si l'on veut tout désactiver, on peut le faire aussi. L'enquêteur Biryukov s'inquiète. L'enregistrement des conversations du poste de pilotage n'indique pas comment le pilote automatique a été partiellement désactivé. S'il s'agit d'un défaut de fabrication, la sûreté des autres Airbus est en jeu. Pour en avoir le cœur net, il faut reconstituer l'accident à l'aide d'un simulateur de vol au bureau-chef d'Airbus à Toulouse, en France.
L'enquête dépend énormément de l'expérience de pilotage de Vladimir Biryukov et de son expertise de l'Airbus A310. Grâce aux informations provenant de l'enregistreur de données de vol, il reconstitue les événements à partir du moment où le commandant Kudrinski a permis à son fils de prendre les commandes. Un copilote reproduira chaque geste d'Igor Piskarev. Regarde à gauche. On regarde toujours le sol en tournant. Contrairement à sa sœur, Eldar tourne le manche avant que son père ne programme l'ordinateur pour tourner. Les commandes sont raides car Eldar lutte contre le pilote automatique. Dans le simulateur de vol, l'enquêteur Biryukov reproduit chaque geste d'Eldar. Non. Le manche commence à tourner. Il tourne. Oh oui. Voilà. Si l'on tourne assez longtemps, on désactive le pilote automatique. Combien de temps? 30 secondes. Il se désactive facilement. Sans avertissement? Non. L'équipage et les enfants l'ignorent, mais il s'agit d'un moment critique. Eldar parvient à désactiver partiellement le pilote automatique. 30 secondes plus tard, Eldar contrôle les ailerons. Il pilote bel et bien l'appareil. Pourquoi l'avion vire-t-il? Il vire seul? Mais oui. L'enquête s'avère plus complexe qu'elle ne semblait au départ. L'adolescent n'est pas la seule cause de l'écrasement. La découverte expose des lacunes importantes dans la formation des pilotes d'Airbus A310. I got it. I have full throttle. L'enquêteur Vladimir Biryukov élucide enfin les événements qui ont causé l'écrasement du vol 593 d'Aeroflot. Le fils de 15 ans du commandant Kudrinski a tourné le manche, s'opposant ainsi au réglage du pilote automatique. Sans avertissement, le pilote automatique des ailerons a été désactivé. Ceux-ci contrôlent la direction de l'appareil. Si l'on tourne assez longtemps, on le désactive. Combien de temps? L'appareil a viré vers la droite dans un angle de plus en plus abrupt. Mais pourquoi n'a-t-on pas constaté que l'on avait désactivé le pilote automatique? Fait étrange, aucune alarme ne se déclenche si l'on désactive accidentellement le pilote automatique. Les avions russes possèdent une alarme qui sonne dans ce genre de situation. Je crois que le commandant a permis à son fils de toucher au manche, croyant que s'il désactivait le pilote automatique, un signal d'alarme l'en aviserait. Mais l'Airbus A310 n'a qu'un signal lumineux pour indiquer que l'on a désactivé le pilote automatique. Aucune alarme ne sonne. L'équipage russe ignorait cela. De plus, il croyait que le pilote automatique fonctionnait encore puisqu'il contrôlait les autres commandes de l'appareil. L'avion vire sur l'aile, mais la situation n'est toujours pas critique. L'équipage peut encore stabiliser l'appareil grâce aux manœuvres appropriées. Eldar est le premier à remarquer l'angle de l'horizon artificiel. Pourquoi l'avion vire-t-il? Il vire seul? Mais oui. Les trois pilotes ne comprennent pas, puisque le commandant Kudrinski avait réglé le cap de l'avion avec le pilote automatique. Vladimir Makarov offre une première explication. On dirait qu'on est dans une zone d'attente. L'avion entame une procédure d'attente. Ah oui? Bien sûr. J'augmente l'angle d'1 degré à la seconde. 27 degrés. On entre dans la zone d'attente. Qu'est-ce que c'est? Un arc apparaît à l'écran. Il ressemble à la trajectoire que suivrait un avion en attendant d'atterrir. Un arc est apparu à l'écran. Il ressemblait beaucoup à l'arc qu'un avion suit lorsqu'il entame une procédure d'attente. Lorsqu'il y a trop d'avions qui doivent atterrir au même aéroport, ceux-ci suivent la trajectoire d'un arc en attendant l'autorisation nécessaire.
Une telle zone ne peut exister à cet endroit. Pourtant, on entend un des pilotes dire qu'il est dans une zone d'attente. Cette fausse zone d'attente distrait l'équipage pendant 9 secondes, ce qui suffit à envenimer la situation. L'Airbus vire à 45 degrés, un virage beaucoup trop brusque. Il ne peut virer à un tel angle tout en maintenant son altitude. L'avion tombe rapidement. Mais le pilote automatique ne maîtrise plus les ailerons. Il tente de compenser la situation en remontant le nez de l'appareil et en accélérant. Ce mouvement cloue les passagers sur leur siège. Les moteurs caleront sous peu et l'appareil tremble comme une feuille. Hold it. Just hold it. Une partie du tableau de bord s'éteint, indiquant que l'avion surpasse ses limites. Il est impossible de maîtriser l'Airbus. Grâce à la reconstitution, l'enquêteur Biryukov constate qu'une erreur de jugement et un manque de concentration ont causé la catastrophe. Mais l'équipage aurait-il pu sauver l'appareil et ses passagers? Les pilotes du vol 593 ont tenté d'interrompre la descente en remontant le nez de l'avion, mais celui-ci a grimpé trop rapidement et ses moteurs ont calé. On tombe rapidement. On descend, tire-bouchon. On fait quoi? L'avion cesse de tournoyer. L'avion se stabilise. Il cessera de plonger dans quelques instants. Les pilotes n'avaient qu'à relâcher le manche. L'avion est muni d'un mécanisme de survie qui empêche les moteurs d'étouffer même à vitesse réduite. Mais les pilotes n'en savaient rien. Les enquêteurs ont tout fait pour mener une enquête juste et honnête. Grâce à leur persévérance, ils ont prouvé qu'une combinaison de facteurs a causé la catastrophe. De plus, ils ont dévoilé des lacunes dans la formation des pilotes de l'Airbus A310. Ceux-ci ignoraient que l'on pouvait désactiver partiellement le pilote automatique. Cette caractéristique existe encore dans l'Airbus pour permettre aux pilotes de contrôler certains aspects du vol tout en laissant l'ordinateur faire le reste. Mais l'équipage de ces appareils en est maintenant conscient. Le commandant Kudrinski a eu la malchance de mettre au jour cette caractéristique dans des circonstances nébuleuses. Moins d'1 an plus tard, l'industrie offre une formation aux pilotes. Ceux-ci apprennent à se sortir de situations dangereuses comme celle survenue à bord du vol 593 d'Aeroflot. Cette tragédie a contribué à améliorer la sécurité des équipages et des passagers. Mais pour les familles et les proches des victimes, la catastrophe reste gravée dans leur mémoire. La dépouille d'Adrian DeVille est l'une des 23 qui n'a jamais été identifiée. Les autorités russes ont incinéré ces 23 dépouilles ensemble. Je me dis qu'il dormait et qu'il n'a rien senti. L'équipage de l'Airbus repose au cimetière de Mitinsko à Moscou, près des pompiers qui sont morts en luttant contre l'incendie de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Yana et Eldar sont inhumés aux côtés de leur père. Je peux imaginer la terreur qu'ils ont dû ressentir. Mon mari savait que non seulement la survie des passagers dépendait de lui, mais aussi celle de ses enfants. Oui, il a enfreint les règlements. Mais somme toute, il s'agit d'un accident exceptionnel qui relève d'une simple coïncidence. Je peux accorder mon pardon aux pilotes ainsi qu'aux enfants, car ils sont innocents. Le commandant avait 39 ans et il a mené une carrière exemplaire. Ce sont les 5 dernières minutes de sa vie qui ont viré au drame. Les enfants n'auraient jamais dû se trouver dans le poste de pilotage.
Il est trop tard pour sauver mon fils, mais on évitera peut-être une autre catastrophe de ce genre. Un navire fait naufrage dans la mer Égée. Les centaines de passagers luttent pour survivre. Confrontés à une mort imminente, certains deviennent des héros. Et d'autres font tout pour protéger leur vie. Keep her away! She'll kill us both! Les enquêteurs retracent l'extraordinaire suite d'événements à l'origine d'un désastre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Voici Athènes, la capitale de la Grèce. Cette grande métropole existe depuis 3000 ans déjà. Elle doit sa position de choix dans l'histoire à sa position privilégiée en Méditerranée. Le Pirée est le quartier portuaire d'Athènes. Ces traversiers font constamment la navette entre la ville et les quelques 250 îles grecques éparpillées dans la mer Égée. C'est ici que l'aventure commence pour les touristes friands de ces îles paradisiaques. Nous sommes un mardi, le 26 septembre 2000. Christine Shannon et Heidi Hart sont deux amies venues en vacances de Seattle. Elles ont acheté des billets de traversier pour se rendre à l'île de Paros, située à environ 166 km au sud-est d'Athènes. Christine a 32 ans et elle enseigne dans un établissement préscolaire. À 26 ans, Heidi vient d'obtenir son diplôme d'études universitaires. Elle veut s'orienter vers la gestion des affaires. Leur journée a mal commencé. Elle voulait visiter l'île de Santorin au sud de Paros. On s'était un peu trop amusés à Athènes. On ne s'est pas réveillé à temps et on a raté le bateau qui devait nous emmener. Je n'avais jamais entendu parler de Paros. J'ai même demandé au guide de me la montrer sur une carte. Puis j'ai dit, ça n'a pas d'importance, allons-y. C'est la destination du prochain traversier, je veux me rendre ailleurs. Normalement, on n'aurait pas pris ce bateau. Christine et Heidi font partie des 472 passagers montés à bord du Samina ce jour-là. Avant d'embarquer, elles constatent une chose. Certains des navires du Pirée sont modernes, de construction récente. Mais ce n'est pas le cas du Samina. Le traversier sillonne la Méditerranée depuis 1966. Le Samina voguait déjà avant la naissance des deux vacancières. Il prendra sa retraite dans moins d'1 an, dans le parc à ferraille des navires décrépits. J'ai plaisanté avec Christine au sujet des canots de sauvetage. Je lui ai dit, si le navire coule, on sera dans de beaux draps. J'ai répondu, il n'y a pas d'iceberg dans la mer Égée. On ne risque pas grand-chose. Le Samina peut transporter plus de 1000 passagers, sans compter ses 61 membres d'équipage. Aujourd'hui, le navire est à moitié plein. La néo-zélandaise Katrina Stark et sa cousine Sarah Davis voyagent en Grèce avec leur sac à dos. Tout comme Heidi et Christine, elles partent à l'aventure. On n'avait rien planifié. On voulait juste monter à bord d'un navire prêt à lever l'ancre, quelle que soit sa destination. Celui-là devait se rendre à Paros. À 19h15, au bout de 2 heures de navigation, le soleil se couche.
Mais les passagers n'accosteront pas avant 3 longues heures. Les amateurs de sport savent exactement comment passer le temps, en regardant le match de soccer diffusé à la télé en direct. Le club vedette d'Athènes affronte le club de la ville de Hambourg, en Allemagne. La réception n'était pas très bonne et des membres de l'équipage se présentaient à tour de rôle pour essayer de régler le problème. Des passagers suggéraient des moyens de réparer la télé. On aurait dit que tout le monde à bord voulait absolument voir ce match. À 20 heures, le navire dépasse l'île de Kitnos. À cette vitesse, il devrait atteindre Paros vers 22h15, l'heure d'arrivée prévue. Mais le vent se lève et la mer devient houleuse. Ces vents du nord que les Grecs appellent mételmi sont fréquents à cette époque de l'année. Le Samina a bravé des mers bien plus démontées au cours des 30 dernières années. Heidi et Christine sont maintenant seules sur le pont. Elles croient que leurs billets ne leur permettent pas de descendre au salon. J'ai dit, on a des billets de 3e classe. Il va falloir rester sur le pont. On va passer une nuit affreuse, mouillée par les vagues et gelée. Je ne savais pas qu'on aurait pu descendre et rejoindre les autres passagers. L'équipage du Samina a l'habitude des traversées de nuit. Les récifs, les rochers et autres obstacles naturels sont clairement indiqués sur leur carte. Certains disposent même de voyantes signalisations. De la baie de Parikia, emplacement du port principal de Paros, on peut voir 2 affleurements rocheux en dents de scie s'élever des flots. Ce sont les portes, situées à environ 5,5 km de la ville. Les portes de Paros sont connues de tous les marins qui parcourent la Méditerranée, car malgré leur air accueillant, elles peuvent être dangereuses. Les rochers s'élèvent à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tous les navires doivent prévoir un espace de dégagement suffisant. La nuit, un voyant lumineux fixé au sommet du plus gros rocher prévient les marins imprudents. En naviguant trop près des portes de Paros, vous courez au désastre. Le Samina atteindra Paros dans 2 heures. Mais il se dirige droit vers la tempête. En dépit du mauvais temps, Christine et Heidi sont encore à découvert. Si j'avais su qu'on pouvait aller n'importe où, à n'importe quel moment, je serais sûrement rentrée. Mais je ne le savais pas. Et en fin de compte, on a eu de la chance parce que du pont, on pouvait voir tout ce qui se passait. Cette nuit inconfortable va pourtant leur être salutaire, car bientôt l'équipage et les passagers du Samina lutteront pour survivre. Le Samina est plus long qu'un terrain de soccer. Il mesure 115 mètres de long par 18 mètres de large. Les passagers sont dispersés dans tout le navire. Heidi et Christine sont encore sur le pont découvert. Katrina et Sarah sont dans le grand salon réservé aux passagers. Le centre nerveux du navire est ici, dans la salle des machines. Elle est située sous la ligne de flottaison, mais protégée par une série de portes étanches. L'équipage doit se déplacer constamment, mais si les hommes prennent soin de verrouiller les portes, le navire ne court aucun risque. Pour atténuer les effets du roulis, le transbordeur dispose d'un système de stabilisation formé de petits ailerons qui se déploient sous l'eau. La traversée est plutôt rude, mais les passagers peuvent se déplacer sans problème. On s'est éloigné d'Athènes et la nuit est tombée. Puis la mer est devenue plus agitée et la tempête s'est levée. Au bout d'un certain temps, on ne pouvait plus marcher normalement. On titubait d'un côté ou de l'autre. Tous les passagers riaient. On trouvait ça drôle à ce moment-là. On se promène très souvent en traversier à Seattle. On n'était pas du tout inquiète, même si la mer était très agitée.
Il est maintenant 22 heures. Le vent souffle à près de 50 km/h et des vagues de 2 mètres déferlent sur le navire. Malgré la tempête, la visibilité est bonne. On voit déjà les lumières de Paros à l'horizon. Le Samina a fait bonne route et il poursuit sa traversée à 33 km/h. Soudain, le navire roule brusquement à gauche. Le bateau a roulé assez violemment pour me réveiller, mais pendant quelques instants, je n'ai pas été très alerte. On n'arrête pas un bateau comme une voiture. Je savais que je n'aurais pas dû ressentir une telle force de gravité pendant qu'on virait. Christine m'a dit, je vois le rivage, on va bientôt accoster. Les phares des voitures de Paris-Kia sont clairement visibles à moins de 6 km de distance. Mais une autre lumière transperce l'obscurité. Un gros rocher a surgi de nulle part au beau milieu de la nuit. Je ne l'oublierai jamais. C'était un roc brun, escarpé et un peu sablonneux. Des projecteurs fixés au sommet projetaient de la lumière jusqu'en bas. On aurait dit un plateau de tournage. Un côté du navire a raclé le rocher. On était si près que j'aurais pu étendre le bras pour y toucher. On entendait le métal se déchirer en bas à l'intérieur du navire. L'inconcevable a eu lieu. Le Samina a heurté les portes de Paros. 1 million de kilos de métal frottent la paroi rocheuse. De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un bruit plus assourdissant ou plus horrible. On aurait dit que quelqu'un faisait grincer ses ongles sur un tableau noir. La coque s'est éventrée. Je savais que le bateau allait couler très vite. L'onde de choc se répercute dans tout le navire. Soudain, le navire a brutalement roulé à droite. Ceux qui n'étaient pas assis sont tombés par terre. Tout le contenu du bar a été fracassé. En regardant par la fenêtre, j'ai vu le Samina dépasser 2 gros rochers qui avaient l'air tout blancs, vus de l'intérieur du bateau. Le temps ne suit pas un rythme normal dans une situation de ce genre. Mais je crois qu'1 ou 2 minutes se sont écoulées avant que le bateau ne s'incline d'un côté tout en piquant du nez. Puis, ça a été le chaos. De nombreux passagers pleuraient, certains priaient, d'autres s'agrippaient l'un à l'autre en criant. Je n'ai entendu aucun dispositif d'alarme, aucun membre d'équipage ne s'est occupé de nous. Christine m'a dit que le Titanic avait mis des heures à couler, mais ce n'était pas une question d'heures. Dans mon esprit, il était clair que le bateau allait couler et qu'on allait tous y rester. Tous les passagers essayaient d'attraper un gilet de sauvetage. Je suis plutôt grande et j'ai pu tendre les bras au-dessus des têtes pour en saisir 2. Aucun des 61 membres d'équipage du Samina ne vient à leur secours. Les passagers sont livrés à eux-mêmes. J'ai hurlé à Christine, j'ai trouvé des gilets de sauvetage. Des passagers nous ont dépassés en courant. Je leur disais, prenez-les, en leur lançant des gilets de sauvetage. Les gens paniquaient. Quelques minutes après la collision, l'éclairage du traversier tombe en panne. Les passagers seront plongés dans les ténèbres jusqu'à ce que les génératrices de secours s'enclenchent. On a lancé la première fusée. Une lueur rougeoyante a illuminé le bateau, aggravant le climat de terreur initial. Perdus au milieu d'une nuit noire, nous étions persuadés que le traversier allait couler.
Le sort de plus de 500 passagers est en jeu et certains d'entre eux sont prêts à tout pour survivre. Le transbordeur de passagers Express Samina a heurté des rochers près de l'île grecque de Paros. Plus de 500 personnes seront bientôt englouties par les flots. Le navire est à moins de 6 km du rivage, mais une violente tempête complique les opérations de sauvetage. Au port, les autorités ont été averties de l'accident. Le vice-commandant de l'autorité portuaire, Dimitrios Malamas, organise rapidement les secours. Il doit utiliser tous les bateaux disponibles. What vessels do we have in the area? Alexis Bisbas est capitaine de yacht à Parikia. L'appel d'un membre de l'autorité portuaire m'a appris la catastrophe vers 22h15. Il m'a demandé de conduire mon yacht sur les lieux le plus rapidement possible pour donner un coup de main. À ce moment-là, personne ne se doutait de l'ampleur du désastre. À bord du Samina, plusieurs des 472 passagers sont littéralement terrifiés. C'était le chaos. Les gens ne savaient pas quoi faire. Ils attendaient les directives du commandant ou d'un membre d'équipage. J'ai vu une femme franchir la porte juste devant nous. En arrivant sur le pont, elle a grimpé par-dessus la rambarde et elle a sauté. Elle n'a pas regardé en arrière, elle n'a rien dit. Elle a grimpé et elle s'est jetée à l'eau. Des gens tenaient leurs enfants au-dessus de la rambarde pour les jeter à ceux qui étaient déjà dans l'eau. C'était une scène terrible. Le vent gêne l'évacuation des passagers. Des gens se sont mis à descendre les canaux de sauvetage gonflables, mais comme ils n'étaient pas attachés au bateau, la tempête nous empêchait d'y monter. Dès qu'ils étaient gonflés, un coup de vent violent les renvoyait pratiquement à Athènes. Les canaux sont très vite soufflés hors de portée des passagers qui nagent dans la mer Égée. Dans la confusion, les gens se bousculent et Heidi Hart reçoit un coup à la tête. Je me disais sans cesse, si tu perds connaissance, tu es foutu. Le bateau va couler. Tu dois rester consciente. J'ai ressenti une poussée d'adrénaline en même temps qu'un grand sentiment de terreur. Je savais qu'il faudrait lutter pour survivre. Au bout d'un certain temps, j'ai senti que ma volonté cédait la place à l'instinct. Tout le monde se précipitait vers la poupe, l'arrière du bateau. Christine m'a regardée avant de dire « Va à la proue, vers l'avant ». Elle m'a répondu qu'il n'y avait personne là-haut. À ce moment-là, c'était la partie la plus sombre et la plus élevée du bateau. Elle a répété « Il n'y a personne ». Je lui ai dit « Je m'en fous, on y va ». Par chance, on y a trouvé un canot accroché au flanc du traversier. Heidi et Christine ont quitté le navire en perdition, mais elles sont encore à la merci de la tempête. Les gens n'ont pas sauté dans le canot en choisissant leur siège. On sautait vite et on restait à l'endroit où on avait atterri. On était donc tous entassés en désordre dans le canot. Durant la crise, la tension monte et la lutte pour la survie prend une mauvaise tournure. Chaque passager doit choisir sa voie, l'entraide ou la survie à tout prix. Il y avait 5 ou 6 hommes à l'arrière du canot, engagés dans une querelle. Ils se criaient des injures. Pendant que le traversier coulait, ils le désignaient du doigt tout en se disputant. Puis j'ai vu un homme nager vers le canot. Je me suis préparée à l'aider. Je me suis dit, il faut lui lancer une corde. Il ne porte pas de gilet de sauvetage. Ses yeux et son nez étaient les seules parties de son corps qui n'étaient pas submergées. Il nageait avec beaucoup de difficulté. Tous les autres passagers criaient qu'on ne pouvait laisser personne d'autre monter à bord. Heidi s'est penchée pour attraper la main de cet homme et je l'ai saisi par la taille. Elle m'a dit « Je n'ai pas l'intention de le lâcher ». J'ai crié aux autres passagers « Elle ne le lâchera pas ». Je suis une petite femme. Je mesure à peine 1,52 m. Il m'aurait été impossible de le hisser dans le canot sans aide. Les hommes réfugiés dans le canot comprennent enfin qu'Heidi ne va pas lâcher prise et ils l'aident à hisser le rescapé à bord.
Je n'ai pas lu dans leur esprit, mais je crois qu'ils paniquaient. Je n'ai pas le droit de juger les autres, de juger leurs pensées ou leurs agissements, mais... On aurait pu faire bien davantage cette nuit-là. Une partie des 533 personnes montées à bord du Samina sont maintenant dans la mer. D'autres sont encore prisonnières du traversier. Déjà, le navire commence à se retourner. S'il coule, de nombreuses victimes seront précipitées vers le fond. À ce moment-là, nous étions sur le pont en train de nous demander s'il valait mieux sauter par-dessus bord. Mais le bateau s'inclinait de plus en plus et dans quelques minutes, nous n'aurions même plus cette option. Il est 22h50, 40 minutes après la collision fatale. Le navire s'incline de plus en plus et Katrina Stark n'a plus le choix. Elle grimpe par-dessus la rambarde. Le transbordeur est maintenant couché sur le côté. Katrina est assise sur la coque. Devrait-elle tenter de nager vers le rivage ou attendre les secours? Et pendant que je me posais la question, le navire a coulé soudainement en aspirant tout ce qui l'entourait vers le fond, y compris les passagers. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés sous l'eau, mais j'ai eu le temps de me dire « Ok, je vais mourir noyée. » J'ai même eu le temps d'accepter ma mort. À cet endroit, la mer a 38 mètres de profondeur. Tandis que le Samina coule, d'énormes bulles d'air s'échappent de sa coque, réduisant la densité de l'eau et précipitant la chute des objets immergés vers le fond. Katrina Stark disparaît sous plusieurs mètres d'eau, puis la flottabilité de son gilet de sauvetage la propulse vers la surface. Je suis remontée aussi vite que j'avais été aspirée. Elle n'a plus qu'une pensée, retrouver sa cousine Sarah, mais la tempête a éliminé toute visibilité. Les vagues étaient si hautes que j'avais du mal à la localiser. Je nageais dans sa direction, mais quelques instants plus tard, j'avais l'impression qu'elle était de l'autre côté. Finalement, je lui ai crié de trouver un bateau de sauvetage pour rentrer au port, et je lui ai promis qu'on se reverrait sur la terre ferme. Vers 23h15, les premiers blessés arrivent au petit centre médical de Parikia, mais quelque chose cloche. On m'a emmené un homme sur une civière. Il était à demi conscient lorsqu'on lui a donné les premiers soins et sa tension artérielle était très basse. Mais pendant l'intervention de réanimation, je me suis rendu compte qu'il était sec. Il ne s'agissait pas d'un rescapé du Samina. Nous avons continué à appliquer les méthodes de réanimation, mais sans pouvoir le sauver. Des gens m'ont demandé s'il avait été identifié et j'ai répondu non. Même si le patient ne venait pas du Samina, la catastrophe maritime a fait sa première victime. L'homme est le vice-commandant Dimitrios Malamas, le responsable des opérations de sauvetage. Il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. Vous comprendrez que dès le début de la crise, même si on ne savait pas encore combien il y aurait de victimes, on a senti que la situation était grave. À l'arrivée des premiers rescapés, Georges Scandalis, un commerçant de Paros, s'empare de sa caméra vidéo et saisit les images sur le vif. Un premier bateau de pêche s'approche du port. De nombreux naufragés y sont entassés. Le capitaine du yacht, Alexis Bisbas, cherche des survivants en compagnie des autres membres de la flottille de secours. En 3 voyages dans la mer déchaînée, il réussit à sauver 25 naufragés. Le plus étrange, c'est la façon dont les gens se comportent dans des situations de ce genre. On a tiré de l'eau un jeune homme qui tenait sa chaîne stéréo portative d'une main tandis qu'il essayait de s'accrocher à mon bateau de l'autre. On a fini par comprendre qu'il n'y arrivait pas à cause du système stéréo qui l'agrippait dans son autre main.
On a aussi sauvé une vieille dame qui avait attaché son sac de bagages à son gilet de sauvetage. Tandis qu'on tentait de la hisser à bord du yacht, on a compris qu'un poids supplémentaire la maintenait dans l'eau. J'ai voulu couper l'attache du sac, mais elle m'a dit que ce n'était pas la peine de la sauver dans ce cas, parce que toute sa vie était dans son sac. Les survivants sont épuisés et frigorifiés. Plusieurs sont en état de choc. À quelques centaines de mètres de là, des dizaines de naufragés flottent encore, tentant désespérément de rester en vie jusqu'à l'arrivée d'un bateau de sauvetage. Katrina Stark et un naufragé inconnu sont accrochés au même débris du Samina. J'ai été surprise de découvrir que l'eau était chaude. Je m'attendais à ce qu'elle soit froide. Les vagues étaient très hautes. Il fallait s'accrocher solidement aux débris. Une vieille femme grecque se débattait non loin de nous. Elle ne savait pas nager et elle paniquait. Elle nous criait de venir la sauver. Le type qui était avec moi ne voulait pas qu'elle s'approche. Il croyait qu'en s'agrippant à nous, elle nous ferait couler à pic. Son regard était affolé. Elle paniquait visiblement. Et puis, une énorme vague a déferlé sur elle et elle s'est enfoncée sous l'eau. Elle n'est pas remontée à la surface. Elle s'est noyée. D'autres ont plus de chance. Le vent a poussé quelques survivants vers le sud. Par miracle, ils ont évité d'être écrasés contre les rochers et se sont retrouvés sur une plage sablonneuse dans la baie de Sainte-Irène. Un canot de sauvetage s'est échoué au même endroit. Même s'ils sont maintenant en sécurité, ces jeunes enfants n'oublieront pas leur aventure. Plus de 400 survivants ont atteint le port de Paros. Parmi eux, plusieurs ont connu l'horreur d'une immersion prolongée. On les conduit d'urgence au centre médical où le docteur Polyzoïdes a rassemblé une équipe de 15 médecins et infirmiers. Certains travaillent sur l'île, d'autres sont des touristes qui ont proposé leur aide. Entre 23h30 et minuit, les premiers noyés sont arrivés sur des civières. Même si j'ai 35 ans d'expérience comme traumatologue, cette expérience m'a vraiment secoué. C'est à ce moment-là que j'ai compris la gravité de la situation. À minuit, après avoir passé une bonne heure dans la mer, Katrina est enfin ramenée sur la terre ferme. Nous sommes les derniers rescapés qu'ils ont pu ramener à bord de leur bateau. En retournant au port, ils se sont arrêtés plusieurs fois pour embarquer d'autres passagers, mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient morts et ils ont poursuivi leur route en les laissant derrière. Katrina ne sait même pas si sa cousine a réussi à s'en tirer. Sarah, Katrina. De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi heureuse de revoir quelqu'un. Je l'ai serré dans mes bras. Je ne voulais plus m'en séparer. C'était absolument terrifiant. 5 ans se sont écoulés depuis, mais je fais toujours des cauchemars. Ce souvenir me fait encore pleurer. Ça a été une expérience traumatisante et assez effrayante, mais aussi un moment déterminant dans ma vie, parce que j'ai pu mobiliser toute ma force, toutes mes capacités pour survivre. Je suis contente d'avoir vécu cette expérience. À minuit 30, plus de 2 heures après la collision, les sauveteurs commencent à récupérer les cadavres des noyés.
J'ai vu tous ces corps qui flottaient sur les vagues. 1 heure auparavant, ils respiraient, ils vivaient. Et soudainement, ils sont morts. Ça m'a profondément affligé. Leur souvenir m'a hanté très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal à oublier cette nuit. 25 noyades sont déjà confirmées. Les victimes ne cessent d'arriver et le docteur Polyzoïdes est vite submergé par l'ampleur de la tâche. Je ne savais plus où aller. Cet homme pouvait-il encore être sauvé? Devais-je encore m'acharner sur lui ou passer au suivant? C'était une véritable catastrophe. J'avais l'impression que la fin du monde débutait sur notre île. On se croyait dans un film, tellement l'atmosphère était irréelle. À toutes les demi-heures, on nous apportait d'autres corps. À 2h30, 60 cadavres reposent à Paros. Le centre médical est débordé et l'église Saint-Nicolas, située au bord de la mer, s'est transformée en morgue. Toute la nuit, les équipes de sauvetage continuent à chercher des morts et des survivants. Bientôt, les autorités devront commencer leur enquête pour découvrir les causes du naufrage et les raisons d'un décompte des morts aussi élevé. Le transbordeur de passagers Express Samina a sombré dans la mer Égée pendant une violente tempête. La mort de 60 victimes est déjà confirmée et plusieurs naufragés ont besoin de traitements médicaux. À la levée du jour, les ravages de la tempête deviennent apparents. Un canot de sauvetage a été fracassé contre les rochers. Des canots gonflables ont été soufflés vers la rive sans aucun passager. Sur le bord de l'eau, des listes sur un babillard dévoilent le nom des survivants et de ceux qui sont portés disparus. Des cadavres seront rejetés sur la plage durant plusieurs jours encore. L'île de Paros ne contient pas suffisamment de cercueils. On en fait venir de l'extérieur. Même les spécialistes les plus expérimentés sont ébranlés par le drame. J'ai été tellement secoué que je n'ai pas dormi pendant 2 nuits. La 3e nuit, je me suis endormi, mais j'ai rêvé que mon fils se noyait. Très vite, le chagrin cède la place à la colère. Où étaient les membres d'équipage lorsque le bateau a heurté les rochers? Où étaient-ils pendant que les passagers avaient besoin d'aide? Les rumeurs se propagent à une vitesse folle par l'entremise des médias. Les pilotes regardaient-ils le match de soccer à la télé au lieu de diriger le bateau? Le commandant Vassilis Yanakis, âgé de 53 ans, est convoqué au poste de police pour un interrogatoire. Sur l'île de Paros, les funérailles débutent. Voici le cercueil d'un enfant de 4 ans noyé avec son père. Des plongeurs découvrent 10 cadavres emprisonnés dans la coque du Samina. 2 semaines après le naufrage, on découvre le dernier corps flottant vers le nord à 50 km de Paros. En tout, 80 personnes sont mortes, 75 passagers et 5 membres d'équipage. C'est le pire désastre maritime de la Grèce en plus de 30 ans, une véritable tragédie nationale. Au lendemain du drame, les projecteurs se braquent sur Pantelis Sphinias, le vice-président de la société propriétaire du Samina. Il risque d'encourir des accusations criminelles et d'être condamné à payer plusieurs millions de dollars de dédommagement. 2 mois après le naufrage, les policiers encerclent le corps d'un homme étendu sur le trottoir, en face des bureaux d'une société d'Athènes. Pantelis Sphinias a sauté de sa fenêtre du 6e étage. Il s'est suicidé. Les experts maritimes de l'Université technique nationale d'Athènes commencent leur enquête. Les témoignages détaillés de 192 passagers et 46 membres d'équipage sont soigneusement recueillis. Les autorités grecques ont chargé l'université de faire toute la lumière sur le naufrage du Samina. Le professeur David Molineux du Centre national de recherche Canada est un expert mondial en sécurité des traversiers. Après avoir étudié les découvertes des enquêteurs grecs, il a formulé une conclusion étonnante. L'enquête a révélé certains faits qui questionnaient l'impact de l'âge du bateau qui avait d'abord été mis en cause. En fait, l'usure n'avait rien à voir avec l'accident.
Les témoignages ont révélé une série de facteurs en apparence anodins, mais dont l'accumulation a transformé une simple traversée maritime en catastrophe nationale. Au bout de 3 heures de navigation, l'équipage a enclenché le pilote automatique. Le pilote automatique est un lien électronique entre le compas et le gouvernail. Il ajuste légèrement le gouvernail pour corriger la position du navire. Même sous la direction de l'autopilote, un membre d'équipage doit surveiller la position du navire en tout temps. Il est déconseillé de laisser un bateau sur le pilote automatique, particulièrement par mauvais temps. Le vent, les vagues et le courant poussent constamment le bateau vers une direction et les composants électroniques du pilote automatique ne peuvent neutraliser cette dérive systématique. Tandis que la tempête se déchaîne, l'équipage déploie le dispositif stabilisateur du Samina afin d'améliorer le confort des passagers. Le dispositif utilise 2 petits ailerons de stabilisation pour contrebalancer le roulis du navire. Mais l'impensable se produit. Seul l'aileron de tribord s'est déployé. C'est extrêmement rare. Normalement, les 2 ailerons fonctionnent de concert. Avec un seul stabilisateur, un navire perd sa symétrie et le courant environnant est déséquilibré. Par conséquent, le navire dérivera toujours d'un côté plutôt que de suivre une ligne droite. Sans son stabilisateur de tribord, le Samina est impitoyablement tiré vers la droite. Cette anomalie lui sera fatale. Les commandants s'efforcent généralement de passer à un minimum de 740 mètres à gauche des portes de Paros. Mais le Samina suit une trajectoire de collision. Un membre d'équipage tente désespérément de gouverner le navire vers la gauche. Mais la manœuvre n'est pas assez rapide. Malgré sa coque endommagée, le navire n'aurait pas dû couler. Les dommages étaient dans les limites de ce qu'un bâtiment de ce genre peut normalement supporter. À 22h12, le navire heurte la face est du rocher le plus élevé. Une déchirure de 6 mètres fend la coque. Elle est aussi longue qu'un poteau de téléphone et mesure 1 mètre de large. Mais elle est bien au-dessus de la ligne de flottaison. Le Samina ne devrait même pas prendre l'eau. Quelques instants plus tard, le navire subit un 2e impact. L'aileron de stabilisation se plie vers l'arrière et perce le flanc du Samina comme un poignard. Cette nouvelle déchirure de 3 mètres est sous la ligne de flottaison. Mais le pire, c'est qu'elle a fendu la paroi de la salle des machines. Les générateurs tombent en panne et l'alimentation électrique est coupée. L'équipe d'enquête demande aux plongeurs d'examiner l'épave du Samina en détail. Lorsqu'ils se glissent à l'intérieur, ils découvrent la dernière pièce du casse-tête. Malgré ces 2 longues déchirures, le traversier aurait pu tenir la mer s'il n'avait pas subi les contre-coups d'une dernière erreur. Le transbordeur de passagers Express Samina a heurté des rochers près de l'île grecque de Paros. La coque fendue de 2 trous béants, il chavire et coule à une profondeur de 38 mètres. Les plongeurs chargés d'examiner l'épave font une découverte stupéfiante. Comme tous les gros navires de haute mer, le Samina est divisé en compartiments scellés par des portes étanches comme celle-ci. Les règles de sécurité exigent qu'elles soient verrouillées pendant les traversées. Mais durant le dernier voyage du Samina, plusieurs portes sont restées ouvertes. Imaginez-vous qu'après avoir franchi le seuil de la porte de votre propre cuisine, vous êtes contraint de la fermer, de la verrouiller, puis d'ouvrir la porte du salon, de la fermer, de la verrouiller, et ainsi de suite. Ces gestes répétitifs ralentissent singulièrement la vie quotidienne. Au bout d'un certain temps, vous les laisserez parfois ouvertes. Parce que les portes sont ouvertes, l'eau n'est pas retenue dans la salle des machines. Et parce que l'alimentation électrique est coupée, l'équipage ne peut pas les fermer à distance. Les enquêteurs rappellent 29 membres d'équipage pour un second interrogatoire.
Leurs témoignages livrent une description détaillée des derniers moments du Samina. À partir de ces données, l'équipe crée un modèle informatique. À 22h15, 3 minutes après la collision, le transborder a une légère inclinaison de 5 degrés à droite, mais l'eau s'engouffre rapidement par la brèche de la salle des machines. À 22h25, l'inclinaison est de 14 degrés. La déchirure de 6 mètres faite au-dessus de la ligne de flottaison est maintenant à portée de la mer déchaînée. C'est à ce moment précis que se scelle le destin du Samina et de 80 de ses occupants. Les dommages sont trop importants pour que le navire reste à flot. Le Samina était un transborder roulier ou un navire à chargement horizontal. Voici un navire roulier moderne. Les véhicules entrent par la porte arrière en marche arrière, puis repartent normalement une fois arrivés à destination. C'est un modèle rentable, mais doté d'une faille potentiellement dangereuse. Les pires catastrophes maritimes des dernières décennies impliquaient des navires d'une construction similaire. En 87, le Herald of Free Enterprise a coulé au large de Zeebrugge, en Belgique. 193 personnes ont perdu la vie. 850 autres victimes sont mortes lorsque le transborder roulier Estonia s'est englouti dans la mer Baltique en 1994. Contrairement au pont inférieur des navires de croisière et des cargos qui sont divisés en compartiments, le pont-garage d'un roulier s'étend sur toute la longueur du bateau. Il est donc sujet à l'envahissement rapide. Comparez la submersion d'un carton d'œuf à celle d'une boîte à souliers. La boîte se remplirait très vite, tandis que les compartiments du carton d'œuf se rempliraient un par un et continueraient de flotter longtemps après le tragique naufrage de la boîte. Aménagés au ras de la ligne de flottaison, ces grands espaces ouverts sont extrêmement vulnérables. Le pont-garage de transborder roulier est très bas, ce qui facilite l'entrée et la sortie des véhicules. Par conséquent, les armateurs comptent surtout sur les compartiments étanches pour garder le navire à flot. À 22h29, l'inclinaison du Samina est de 23 degrés. Cette inclinaison empêche le lancement d'autres canaux de sauvetage. Seulement 4 des 8 canaux ont pu être mis à la mer. 3 minutes plus tard, à 22h32, l'inclinaison est de 33 degrés. Vers 22h50, le traversier se couche sur le côté. Nous savons à quelle heure le Samina a coulé parce que l'horloge du pont s'est arrêtée à 23h02. Enfin, les plongeurs nageant dans l'épave font leur découverte la plus significative. Des 11 portes étanches du traversier, 9 sont restées ouvertes. La première cause de cette catastrophe, c'est l'ouverture des portes étanches. Le navire a été rapidement envahi. Il a perdu toute sa réserve de flottabilité et il a fini par couler. Si les portes étanches avaient été verrouillées, malgré la faute nautique qui a conduit le Samina tout droit sur les rochers, malgré la déchirure de la paroi de la salle des machines, le navire aurait sans doute pu rester à flot. Le procès du commandant Vassilis Yannakis et de 7 membres d'équipage s'ouvre au mois de mai 2005, plus de 4 ans après la catastrophe. Le naufrage du Samina a provoqué le renforcement des mesures de sécurité. Le gouvernement grec a réduit la durée de service des transbordeurs de passagers de 35 à 30 ans. De plus, le drame a accéléré l'introduction des appareils VDR, l'équivalent des boîtes noires des avions, et sont maintenant obligatoires à bord de tous les transbordeurs de passagers. C'est un des rares aspects positifs du naufrage. Katrina Stark est revenue à Paros pour la première fois depuis l'accident. L'émotion l'envahit progressivement. Ça a été une expérience traumatisante, mais je crois qu'elle a forgé ma personnalité. Je ne serais pas la femme que je suis devenue sans ce naufrage. Parce qu'elles ont aidé à sauver des vies cette nuit-là, la Société américaine de la Croix-Rouge a offert des médailles à Christine Shannon et Heidi Hart. Je connais mieux ma force maintenant. Je peux vivre librement puisque je me suis affranchie des limites imposées par la peur de l'inconnu, parce que la vie, c'est l'inconnu. Même pour ces héroïnes, il est difficile d'évoquer le passé. Christine et moi, on se dit toujours, on a eu de la chance. On était au bon endroit au bon moment.
À mon avis, c'est la seule différence entre nous et tous ceux qui n'ont pas survécu. Ça me brise le cœur.